Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour ce nouveau numéro des Matins du Sénat, l'émission qui vous fait vivre les débats de la Haute Assemblée. Le Sénat a adopté la semaine dernière le projet de loi créant l'Office français de la biodiversité. Ce texte réalise la fusion de l'Agence nationale de la biodiversité et de l'Office national de la chasse. Cette fusion doit permettre notamment d'unifier la police de l'environnement pour lutter plus efficacement contre le braconnage. Et dans le débat, les sénateurs ont estimé qu'il fallait renforcer les pouvoirs des chasseurs pour gérer la biodiversité. Je vous laisse écouter ces débats. Après l'article 2 bis, je suis saisi de deux amendements identiques. D'abord le 148 rectifié de M. Cardou. Oui, Monsieur le Président, Madame le Ministre, tout de suite je vais répondre à M. Gontard, j'ai le sens de la mesure. J'ai le sens de la mesure. L'année dernière, 3 accidents mortels de faits de chasse sur des non-chasseurs, 5 accidents mortels de personnes âgées par des... Si monsieur, c'est pas la peine de dire non. Allez voir les statistiques. Vous ouvrez Google et vous avez Internet. 5 accidents mortels causés par des trottinettes avec des collisions par des personnes âgées. Donc je conseille. Mais oui, mais vous êtes jamais d'accord. Vous ne savez que hurler. Mais allez voir les éléments. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses. Passons aux choses sérieuses. Le délit d'entrave, Anne Chain-Larché vient d'en parler. Et je souscris tout à fait à ces propos. Les chasseurs font des efforts importants, et on vient de le voir, en matière de sécurité, mais il faut aussi que les autres, même s'ils sont anti-chasse, moi je conçois parfaitement que philosophiquement on condamne la chasse, mais à partir du moment où la chasse est une activité exercée et qu'elle se pratique paisiblement en respectant les règles, elle a droit à pouvoir développer cette activité. Or, depuis des années, on constate des entraves permanentes, et en particulier c'est la vénerie, mais il y a d'autres choses qui sont concernées, et ça va jusqu'à des attaques à l'intégrité des personnes et des animaux. Certains antispécistes qui perturbent les chasses à courre ont provoqué la chute en Bretagne d'un homme de vénerie à cheval qui a eu les 2 membres fracturés et qui est resté des mois à l'hôpital. Parallèlement, ces mêmes personnes tentent d'empoisonner les chiens qui chassent. Alors, on peut être anti-chasse et en faveur des animaux, et il faut mettre ces actes en corrélation avec ce qu'on préconise. J'ajoute que il n'y a pas que la vénerie qui est concernée. J'ai dit dans mon discours préliminaire, dans l'est de la France où la chasse à l'affût au mirador se pratique énormément, eh bien ces installations sont sabotées, quitte à provoquer des accidents quand quelqu'un monte sur une échelle qui tombe et qu'il n'est pas prévenu, ça provoque des accidents corporels. Et dans les littoraux où beaucoup chassent le gibier d'eau à la hutte, eh bien ces huttes sont vandalisées, sont brûlées certaines fois, c'est des entraves. Donc nous sommes dans un pays de droit. Chacun a le droit d'exprimer ses opinions et de dire qu'il n'est pas d'accord, mais personne n'a le droit d'empêcher par la force et la violence d'exercer une activité légalement autorisée. Merci, chers collègues. L'amendement identique 191 rectifié est défendu par M. Prince. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre. Moi, je dirais que la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Et on ne peut impunément empêcher la chasse. Donc, le reclassement en délit est devenu nécessaire pour permettre aux agents en charge de la police de la chasse ainsi qu'aux forces de l'ordre d'intervenir pour sanctionner les auteurs de ces obstructions violentes dont sont victimes les chasseurs. Donc, la répression de l'acte d'obstruction de la chasse considéré comme un délit suppose d'adopter un texte législatif conformément à l'article 111.3 du Code pénal et de supprimer par décret en Conseil d'État l'article R. 428-21 du Code de l'environnement. Tel est l'objectif de ces amendements. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la Commission ? Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes collègues et le Président Cardou l'a rappelé, je n'ai rien d'autre à ajouter que de reprendre l'ensemble de ces arguments qui sont les siens et que nous partageons ici et qui ont été partagés sur l'ensemble de la Commission. Donc, bien évidemment, il est donné un avis favorable aux 2 amendements, donc à la fois proposés par notre collègue Cardou et par notre collègue Monsieur Prince. Merci, Monsieur le rapporteur. Quel est l'avis du gouvernement ? Monsieur le Président, Monsieur le sénateur Cardou,
Vous avez déposé le 9 octobre dernier une excellente proposition de loi qui tend à réprimer les entraves à l'exercice des libertés ainsi qu'à la tenue des événements et à l'exercice d'activités autorisées par la loi, qui pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut créer un délit d'entrave sur toutes les activités qui sont des activités légales, qui doivent pouvoir être exercées de façon paisible dans ce pays et qui, pour des raisons ou pour d'autres, font l'objet d'entraves. Je soutiens l'inscription rapide de cette PPL à l'ordre du jour parce que je pense qu'elle est de nature à traiter la question que vous posez aujourd'hui. La chasse est évidemment une activité légale qui doit pouvoir être exercée en toute tranquillité, mais il me semble que cette question, qui est une question juridique importante, peut et doit être traitée de façon transversale. En attendant, une contravention de 5e classe d'obstruction à la chasse existe déjà, sanctionnée à hauteur de 1 500 € d'amende qui peut être doublée en cas de récidive, donc 3 000 € d'amende. Les actes d'obstruction les plus graves que vous avez cités et qui sont évidemment répréhensibles peuvent être poursuivis selon des incriminations de droit commun dès qu'il y a violence physique ou même s'il y a menace. Et le passage d'une contravention à un délit puni d'une peine d'emprisonnement peut représenter un intérêt procédural mais peut aussi être considéré comme disproportionné. Dès lors, la demande du gouvernement est une demande de retrait de cet amendement au profit de l'inscription rapide de cette PPL à l'ordre du jour pour que les assemblées puissent en délibérer de façon transversale. Merci Madame la Ministre. Monsieur Bacher pour explication de vote. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président, Madame et Monsieur le rapporteur, je vais évidemment soutenir ces amendements. Dans l'Oise, dans une circonscription que vous avez bien connue, Madame la Ministre, à cet endroit-là même, des chasseurs ont été désarçonnés, sont tombés, des gens de 70 ans, un élu de la République, avec des gens organisés, selon des méthodes que je qualifierais de terroristes, des méthodes qui ressemblent, selon tous les spécialistes, à ceux des Black Blocs. La même chose, l'objectif est de blesser, l'objectif est de tuer, non pas l'animal, mais le chasseur. Alors cela suffit, mon département en souffre, il faut que chacun puisse exercer sa liberté, je le répète, je ne suis pas chasseur, mais pour la liberté, je défendrai toujours la liberté de chasser. Merci, chers collègues. Monsieur Genest. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Là, je défendrai bien entendu ces deux amendements. Pour que la justice soit juste, il faut que la balance soit équilibrée. Et actuellement, la balance va toujours dans le même sens. On assiste à une société où tous ceux qui sont contre ont raison. Ils peuvent tout faire, tout casser. Et souvent, d'ailleurs, c'est des grands défenseurs de la liberté, la leur seulement. Et je crois qu'il est important que, dans une société, on respecte les gens qui sont contre, on respecte les gens qui sont pour, mais on ne peut pas accabler sans arrêt dans tous les domaines, les gens qui sont pour de tous les maux, en particulier d'une partie de l'hémicycle, et que l'on retrouve dans les rues. Merci, chers collègues. Madame la rapporteure, chère Larcher. Madame la rapporteure seule a la parole. Merci. Oui. On peut y aller ? Voilà. Moi, ce que je tiens à dire, c'est que nous sommes dans une société qui dérive et où, pour toute raison, quel que soit le sujet, on surréagit. L'exemple que l'on a en ce moment de ces manifestations contre la chasse, on les a aussi contre les boucheries, on les a aussi contre tout. Bientôt, je veux dire, ça va dégénérer, effectivement, les agriculteurs. Enfin bon, les exemples sont multiples. Moi, ce que je voudrais juste dire, c'est que le droit existe, que le droit de chasser existe, à la condition que, bien sûr, on chasse dans les normes et dans le respect du droit. On est en train de le définir, on le définit également pour le respect de la biodiversité, dont on sait très bien que la chasse est un acteur essentiel. Si aujourd'hui, Madame le Ministre, vous nous demandez de voter cette loi, alors que vous nous faites une promesse en nous disant « le financement, je vous promets, je vous assure, on le trouvera après ». Nous, on accepte de faire le travail. Mais en revanche, lorsqu'on vous demande de prendre un signal fort vis-à-vis de ces gens qui font encourir des dangers démesurés, que ce soit pour eux comme pour les chasseurs, et aussi, il faut le penser, pour les animaux, parce que les chevaux sont blessés, parce que n'importe quel promeneur peut l'être également.
Alors nous, on vous demande, plutôt que de reporter au calende grec, lors de l'examen de cette loi que Jean-Noël Cardoux déposera, plutôt que de reporter, eh bien d'envoyer vous aussi un signal. Nous, on vous envoie des signaux de compréhension, de bonne intelligence, de recherche de consensus. Alors, de votre part, s'il vous plaît, faites ce geste, ça ne vous engage pas considérablement. Si les choses sont à améliorer, elles le seront dans le cadre de la PPL Cardoux. Voilà ce que je tenais à dire. Merci, chers collègues. Je vais à présent mettre aux voix les deux amendements identiques. Monsieur Cardoux. Oui, puisque Madame le ministre m'a demandé de retirer mon amendement, il faut quand même que je fasse part de ma proposition. Non, Madame la ministre, je ne retirerai pas mon amendement. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, on a fait référence à ma PPL, je vous en remercie. Elle était inscrite à l'ordre du jour du Sénat au mois de décembre. Et compte tenu de ce qui se passait dans les rues de France à cette époque-là, on a jugé plus sage de la retirer, puisqu'on nous a accusés de provocation. Alors qu'en fait, elle n'était pas du tout tournée contre les manifestations des Gilets jaunes. Elle découlait de ce que Anne Chain-Larché a souligné, les attaques de boucherie, les attaques de charcuterie, de poissonnerie, etc. Tous ces mouvements autoritaires et j'ai lu dans une revue agricole que certains antispécistes appelaient à la désobéissance civile. Ils appelaient à la désobéissance civile, je le dis et je le répète, donc ce n'est pas admissible. Alors, bien sûr, on peut attendre que ma PPL soit inscrite à l'ordre du jour. Dans le meilleur des cas, ça sera en juin, mais ce n'est pas certain. Je suppose qu'on va être alimenté de textes après le grand débat, peut-être en septembre. Il faudra qu'elle passe à l'Assemblée, qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour. Donc ça va prendre un certain temps, et je dois vous dire que pourquoi je la maintiendrai? Parce que j'ai parlé avec certains acteurs de la chasse, en particulier avec le président de la société de vénerie, avec les chasseurs de l'Est, quand je me suis déplacé à l'occasion de mon rapport à Strasbourg, et j'ai senti un désarroi. Le président de la société de vénerie m'a dit qu'il y a certains équipages, en particulier dans la région francilienne, en Bretagne, qui ne savent même pas s'ils vont vouloir recommencer à chasser à l'automne, tant qu'ils ont peur de l'incident. Et comme vous savez que la vénerie est une chasse populaire où de nombreux suiveurs sont associés à l'équipage, ils craignent un geste inconsidéré d'un de leurs suiveurs un jour. Donc il y a urgence. Et quant aux chasseurs de l'Est, ils me disent on vit dans l'insécurité permanente, on est obligé de surveiller les barreaux des échelles quand on y grimpe, parce qu'on a peur de faire une chute de 4 mètres. Donc mon texte, mon amendement, s'il est adopté, va sécuriser tous ces gens-là dès la prochaine rentrée. Et puis après, si ma PPL arrive à l'ordre du jour et si Madame la ministre, j'ai compris que vous y étiez favorable, eh ben nous essaierons d'avancer, ce qui permettra de remettre l'ensemble de l'entrave des activités légalement exercées à plat. Mais dans l'immédiat, je maintiens mon amendement pour les raisons que j'ai exposées. Merci, chers collègues. Monsieur Duplomb. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, revenez sur votre position. Parce que ne pas revenir sur cette position et ne pas accepter cet amendement, c'est finir de donner ce que nous pensons tous tout bas, c'est que cet office sera fait avec un seul objectif, faire diminuer la pression de la chasse en France. Parce que ne pas accepter ce qui vous est demandé, c'est la juste logique de ce que vous mettez en place, c'est-à-dire, encore une fois, le dogme environnementaliste et écologiste qui prend place sur la totalité des débats. Et qu'on connaît ce qui se passe aujourd'hui à l'AFB, on le voit sur plein de sujets, l'hydroélectricité, sur tout un tas de choses. Les décisions, elles sont prises de façon dogmatique. Donc le fait de ne pas accepter ces amendements, ça démontre ce que je disais hier, même si, Monsieur le Président, je me suis affilié à un amendement pour faire une prise de parole sur l'article, c'est ce que je ressens. Et j'en suis certain, vous êtes en train de faire sur la chasse ce qui arrive aujourd'hui sur l'agriculture et de façon de plus en plus importante. Et les chasseurs qui peuvent aujourd'hui croire en ces belles sirènes seront, j'en suis certain, totalement déçus. Merci, chers collègues. Monsieur Delège. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais remercier Jean-Noël Cardoux, non seulement d'avoir déposé l'amendement, mais de le maintenir. Parce que, Madame la Ministre, vous nous dites que la PPL de Monsieur Cardoux est excellente et vous appelez de vos voeux qu'elle vienne en discussion. Mais on a déjà donné
C'est quoi la parole du gouvernement? Moi, je me souviens, il y a quelque temps, la main sur le cœur, votre collègue en train de nous expliquer qu'elle était toute prête à prendre en considération la proposition du Sénat sur l'eau et l'assainissement. Je me souviens d'une excellente proposition de loi qui a été votée ici à l'initiative de notre collègue Françoise Gatel sur les communes nouvelles. Et la même ministre nous dit « mais oui, c'est une excellente initiative, nous la reprendrons à l'Assemblée nationale ». Et quand le texte est arrivé à l'Assemblée nationale, comme par hasard, il n'a pas pu être inscrit. Alors Madame la ministre, c'est bien gentil de nous faire des promesses, mais aujourd'hui, vos promesses elles ne sont plus crédibles. Vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé, c'est-à-dire toujours promettre pour demain, mais jamais respecter votre parole. C'est ça le problème. Et donc je remercie Jean-Noël Cardoux non seulement d'avoir déposé l'amendement, mais de le maintenir. Et rien ne vous interdit demain de reprendre à votre compte cette PPL, puisque vous venez de nous dire qu'elle était excellente. Mettez une fois pour toutes vos paroles en conformité avec vos actes. Merci, cher collègue. Monsieur Menonville. Oui, je soutiendrai cet amendement parce que je pense qu'il donne effectivement de l'équilibre à ce texte. Effectivement, on renforce les obligations et la nécessaire obligation de sécurité et de l'exercice de la chasse. Et à l'inverse, je crois que nous devons absolument garantir les libertés qui sont inhérentes à la chasse. L'exercice de la chasse est une liberté dans un cadre effectivement réglementé et réglementaire, et je crois qu'il faut le garantir. Merci, cher collègue. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains sur les amendements numéros 148 et 191. Je vous rappelle que l'avis de la commission est favorable, celui du gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Voici le résultat du scrutin numéro 77 sur les amendements identiques numéro 148 rectifié et 191 rectifié, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence. Nombre de votants 322, nombre de suffrages exprimés 312, pour l'adoption 222 contre 90. Le Sénat a adopté. 4 amendements et 2 sous-amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Le 166, Monsieur Gontard. Oui, merci Madame la Présidente. L'article 3 prévoit la création d'un fonds dédié aux actions en faveur de la biodiversité. À ce jour, nous savons qu'il sera abondé par les fédérations des chasseurs à hauteur de 5 € par chasseur actif et par l'État à hauteur de 10 € par chasseur actif. Toutefois, nous ne savons toujours pas d'où proviendront ces 10 € et malgré les différentes discussions, vous ne nous avez toujours pas donné d'avis très clair, Madame la Ministre. Et il semble aussi que le ministère de la Transition écologique et solidaire avait indiqué qu'il n'était pas envisagé que l'État finance un fonds géré par les chasseurs, d'autant que le fonds serait abondé par l'État ou ses établissements publics. Alors que le FB manque de ressources, il paraît incohérent qu'un fonds financé pour un tiers par les fédérations et donc pour 2 tiers par l'État, dont le dispositif est extrêmement flou, puisse être géré par la Fédération nationale des chasseurs et que de surcroît, elle décide seule des actions à mener dès lors que de l'argent public est investi. Merci. L'amendement 154 rectifié bis, Monsieur Prince. Merci Madame la Présidente. Le principe de la mise en place d'un partenariat entre la Fédération nationale des chasseurs et l'Office français de la biodiversité et de la chasse doit être précisé dans la loi, comme cela a été déjà le cas auparavant avec l'ONCFS. Conformément à la mission de préservation et de restauration de la biodiversité, l'Office français de la biodiversité et de la chasse conventionnera avec la Fédération nationale des chasseurs pour que le réseau des fédérations des chasseurs mette en œuvre des actions définies par cette convention. La FNC propose notamment des actions relatives à la restauration de la nature ordinaire et la trame écologique, la préservation des espaces protégés, la préservation des espèces chassables et protégées, la connaissance des écosystèmes, des espèces et des populations. Cette liste d'actions sera précisée dans la Convention. Merci. Le sous-amendement à cet amendement 154 rectifié bis, le numéro 223, c'est Monsieur Luche qui va nous le présenter au nom de la Commission. Oui, merci Madame la Présidente. Ce sous-amendement 223 vise à rétablir un ajout important de la Commission sur le financement des fédérations départementales.
Merci. L'amendement 84 rectifié, Madame la Ministre, je vous invite à nous le présenter. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, on voit bien que nous cherchons tous la bonne rédaction sur le Fonds national. Sur ce sujet, le gouvernement souhaite porter un amendement considérant que la rédaction actuelle n'est pas satisfaisante. Donc l'amendement du gouvernement est ainsi formulé. Ce fonds, donc le Fonds national, est alimenté par le financement mentionné au 3e alinéa, donc l'alinéa qui parle du permis de chasse national. L'État ou ses établissements publics apportent, selon des modalités définies par convention, un soutien financier à hauteur de 10 € par permis de chasser national validé dans l'année à la réalisation des actions mentionnées à l'alinéa précédent. Ceci permet de maintenir le principe d'un fonds national, mais ce fonds national ne peut pas être directement attributaire de 10 € de l'État ou d'autres établissements publics, ne serait-ce que parce qu'on serait réellement dans un mécanisme de gestion de fait. En revanche, ce fonds national, qui porte 5 € par permis, pourra contractualiser avec l'État à hauteur des 10 € par permis tels qu'ils ont été mentionnés. Voilà la raison pour laquelle je présente cet amendement. L'amendement 119 rectifié, qui est identique à celui du gouvernement. Monsieur Patria, vous le défendez ? Je le défends parce qu'au milieu, il y a l'amendement de monsieur le rapporteur. Tout à l'heure, j'ai compris qu'on avait trouvé un accord, que la Fédération nationale recevait les 10 €, qu'ensuite elle le répartissait autour des projets, qu'il y avait des conventions qui étaient signées. Voilà que maintenant, dans l'amendement, on reverserait 15 € à toutes les fédérations départementales. C'est ce que j'ai compris. C'est ce que vous avez écrit. Alors ça veut dire que les 15 € iraient à toutes les fédérations, qu'il y aurait des fédérations qui n'auraient pas de projet d'aménagement de territoire, qui ne le feraient pas et qui ne sont pas obligés de les faire, et qui par ailleurs, alors que d'autres fédérations qui, elles, ont des vrais projets d'aménagement environnemental, de réserve de zones humides, de zones de nidification à côté, auraient la même somme ou auraient moins. Donc c'est tout à fait, je pense que ce n'est pas dans l'esprit de ces 15 €, des 10 € de l'État et des 5 € des chasseurs, il est fait pour financer des projets environnementaux, écologiques. Le donner sans contrepartie à des fédérations revient à simplement financer la fédération et puis le faire. Je voudrais répondre, pendant que j'ai encore une minute, à ce que j'ai entendu tout à l'heure concernant la volonté du gouvernement de faire régresser la chasse. Ce que j'ai entendu tout à l'heure. Et l'agriculture. Alors, je pense qu'il faut arrêter de dire un peu des grossièretés dans cette assemblée, je vous le dis. Parce que ce texte-là, c'est un texte qui a été élaboré avec les chasseurs, avec les gouvernements et avec les chefs de l'État pour justement redonner à la chasse toute sa place et lui donner les moyens d'exister. Alors dire le contraire ici, alors qu'on n'a jamais légiféré positivement sur la chasse depuis 20 ans, depuis que j'ai fait la loi, qu'on le fait aujourd'hui, pour que la chasse aujourd'hui retrouve sa place, ses moyens, ses missions, ses prérogatives et sa sécurité, c'est un peu gros de vouloir dire le contraire dans cet hémicycle. Voilà. Nous allons examiner à présent le sous-amendement numéro 222. C'est Madame Chain-Larché qui va nous le présenter? Non, c'est Monsieur Luche. Bon, en fait, le sous-amendement donc 222 qui est co-présenté avec ma collègue Anne Chain-Larché, cet sous-amendement vise à modifier l'amendement 84 du gouvernement par cohérence avec les modifications apportées par l'amendement 209 et celles proposées par l'amendement 210, en vue en particulier de maintenir une contribution de l'État aux actions des fédérations à hauteur de 10 € par permis départemental via le fonds géré par la Fédération nationale des chasseurs. Monsieur le rapporteur, pouvez-vous nous donner l'avis sur l'ensemble des amendements qui ont été défendus en discussion commune? Alors, sur l'amendement 166, c'est ça, hein, oui. Donc c'est un avis défavorable. Cet amendement revient sur un ajout important fait en commission visant à prévoir un système de péréquation entre fédérations départementales gérées par la Fédération nationale des chasseurs et permettant d'inscrire dans la loi la contribution de l'État aux actions des fédérations. Enfin, l'OFBC sera bien partie prenante en contribuant à l'identification des actions éligibles au soutien apporté par ce fonds. Donc, avis défavorable. 154 rectifié bis. Sur cet amendement, il vous est proposé un avis favorable sous-amendé par le sous-amendement 223. C'est un ajout qui permet de prévoir un dialogue et la conclusion d'une convention entre la FNC et l'OFBC
pour identifier la liste des actions éligibles au Fonds national de protection de la biodiversité, plutôt qu'un travail unilatéralement mené par l'OFBC. C'est une évolution légitime et équilibrée dès lors que la FNC contribuera au fonds à hauteur de 5 € par permis national et sera chargée d'en assurer la gestion. Sur l'amendement 84 rectifié, un avis favorable sous réserve de l'adoption du sous-amendement 222. Rien d'autre à ajouter. Et enfin, l'amendement 119 rectifié. Gouvernement. Voilà, c'est terminé. Donc favorable. Favorable. Madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement sur l'ensemble de ces amendements? Merci Madame la Présidente. Pour simplifier dans cette discussion commune, je suis favorable par définition à l'amendement du gouvernement, à savoir le 84 rectifié, mais dans sa rédaction actuelle, considérant que les conditions ne sont pas totalement réunies pour être favorable au sous-amendement tel qu'il a été présenté très rapidement par la Commission. Donc je suis favorable au 84 actuel, pas à sa version sous-amendée et à aucun autre des amendements de la discussion commune. Monsieur Mauret, je vous en prie, Monsieur le Président. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, je voulais juste bien préciser les choses par rapport aux sous-amendements qui ont été présentés, les sous-amendements 222 et 223, qui ont pour objectif de rétablir des apports importants de nos commissions, la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et du développement durable et la Commission des affaires économiques. Le premier, le sous-amendement 222 vise à rétablir dans le texte le fait que ces 10 € se sont inscrits et gravés dans le marbre. Hein. On a assez évoqué, notamment cette nuit, les faiblesses, pour être extrêmement mesuré, de ce texte en matière de financement, pour ne pas laisser passer cette assurance que l'on aurait 10 € de la part de l'État. Et le sous-amendement 223, lui, est destiné à rétablir ce que nous avions souhaité en commission, à savoir le fait que ces 10 € aillent aux fédérations, puisqu'elles auront un certain nombre d'actions à mener sur le terrain en matière de biodiversité. Voilà, comme il y a eu beaucoup d'amendements et de sous-amendements, je crois que c'était important de bien rappeler les choses. On a 2 sous-amendements qui sont simplement, mais c'est très important, destinés à rétablir le texte de la commission sur un point tout à fait essentiel, qui est celui du financement, et du financement notamment des fédérations départementales. Pour explication de vote. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Effectivement, il y a un petit peu de confusion et on est absolument désolé. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que ce que nous sommes en train de voter là est le fruit d'un certain nombre d'auditions, d'expériences aussi que nous avons de par nos vies, de par nos mandats respectifs, et que si nous avons déploré à un moment qu'on oppose chasse et biodiversité, chasse et environnement, je ne voudrais surtout pas qu'on essaie d'opposer chasse nationale et chasse départementale. Ce que je constate, c'est que les départements vont se voir dotés de compétences qui sont quand même considérables. La gestion des associations communales, la gestion des plans de chasse et la biodiversité, dont on sait très très bien déjà qu'ils font un certain nombre d'actions pour certains d'entre eux, et beaucoup d'actions à la fois très pédagogiques, à la fois très ouvertes au monde des associations d'environnement, de protection des oiseaux, etc. Enfin, les exemples sont multiples et nous les avons eus tout au long des auditions. Donc, ce que je pense, c'est que lorsque ces fédérations doivent consacrer 5 € par permis départemental, il me paraît légitime que ces 5 € leur reviennent et qu'ils soient abondés des 10 € que l'État s'est engagé à abonder dans son sens et à apporter, et que tout ça soit également gravé dans cette loi qu'on vous propose de voter. Donc c'est, je pense, dans notre mission de sénateur qui défendons les départements, de défendre les acteurs essentiels de nos départements que sont ces fédérations départementales. Je vous remercie. Madame la Présidente, Sophie Primas, pour explication de vote. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs le rapporteur, mes chers collègues. Je vais dans le même sens que l'intervention d'Anne Chain-Larché juste à l'instant. Je crois que la volonté du Sénat, qui est le défenseur des collectivités territoriales, du département,
qui est le défenseur de la proximité. Nous ne cessons, au cours du grand débat, de dire « faisons confiance à la relation de proximité », souhaite que les départements aient des moyens pour travailler des actions de proximité. Est-ce que ça veut dire que dans les départements où on doit se fédérer à plusieurs pour faire des actions de biodiversité plus importantes, c'est empêché? Pas du tout. Les départements qui ont envie de travailler les uns avec les autres, qui ont envie de travailler de façon mutualisée au sein des régions, peuvent tout à fait le faire sous le principe du bénévolat et du volontariat. Moi, je ne veux pas d'un fonds qui soit un fonds national, qui soit ensuite redistribué dans les départements d'une façon verticale. Je ne crois pas à cette organisation, Monsieur Patriat. Je sais que vous avez participé, et le Sénat aussi, à mettre en place des grandes choses, des grandes régions, des grandes intercommunalités où tout est bien vertical, tout est bien décidé depuis le haut. On veut repartir depuis la proximité et nous pensons qu'il y a des actions départementales, peut-être de moins de grande envergure que dans la Côte d'Or, mais dans tous les départements, des initiatives qui méritent d'être poussées, qui méritent d'être initiés. Donc je pense qu'au nom de la décentralisation, y compris dans le domaine de la chasse, nous devons donner les moyens aux départements. Et moi, je suis ravie de ces sous-amendements parce qu'ils resacralisent les 10 € qui seront donnés par l'État. Ils sortent les établissements publics des financeurs de ces 10 €. Donc, ils redonnent à l'État sa responsabilité. Et je pense que ces sous-amendements méritent d'être largement votés par le Sénat. Monsieur Dantec, pour explication de vote. Bien, tout le monde a compris que je n'avais pas de grandes contraintes politiques cet après-midi d'apparaître comme étant le plus grand défenseur des chasseurs dans la surenchère, dont je sens qu'elle monte un petit peu. Alors moi, j'essaye juste de comprendre l'amendement. Je vais rester sur celui de Monsieur Prince pour l'instant. Donc, on enlève la liste d'actions, on passe à une convention. Et derrière, on dit, c'est quand même 15 € au minimum par département. Je crois que jusque-là, j'ai compris. Alors, à partir de là, j'ai plusieurs questions et j'espère qu'on pourra me répondre. Est-ce que c'est une convention unique avec l'Office national ou est-ce que c'est une convention, dans ce cas-là, c'est plutôt un pluriel, avec chacun des acteurs qui sont cités, fédération départementale, interdépartementale, régionale et nationale? C'est pas la même chose. Parce que si on se met à vouloir faire des conventions avec tous, vaut mieux garder une liste. Hein. Ça va aller beaucoup plus vite. Donc je ne vois pas l'intérêt d'aller à une convention si c'est une convention à chaque fois. Ou est-ce qu'on est en train de dire, mais dans ce cas-là, je ne suis pas sûr que ça soit parfaitement écrit, que c'est une convention cadre avec l'Office national de la chasse qui permet derrière, effectivement, aux structures départementales de piocher dans la liste de cette convention pour faire des actions. J'aimerais bien avoir un éclaircissement sur ce point précis. Et du coup, derrière, les 15 € tels que c'est écrit, c'est un peu, là aussi, j'ai un léger doute. Chaque fédération départementale des chasseurs reçoit une contribution d'au moins 15 € par adhérent ayant validé un permis de chasser dans l'année. Certes, mais à condition de proposer des projets qui rentrent soit dans la convention spécifique avec l'Office, soit dans la convention cadre entre l'Office et la Fédération nationale de la chasse. Mais on ne peut pas dire que les fédérations vont avoir 15 € de toute manière. Il faut bien qu'elles rentrent dans un cadre fixé. Et tel que c'est écrit là, sur ces deux questions, avec qui est la convention? Est-ce que c'est une convention cadre ou des conventions à chaque fois? Et sous quelles conditions sont les 15 € au département, même si je suis complètement d'accord, comme l'a dit le président Moret, pour que cet argent aille au département, ce n'est pas le débat. Mais très honnêtement, tel que c'est écrit, je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de questions que de réponses. Madame la rapporteure, vous aviez demandé la parole. Non. Monsieur le rapporteur. Et après, Madame la ministre. Non, en fait, pour répondre à notre collègue, ce que nous souhaitons, dans l'esprit, peut-être il faut encore affiner et nous verrons dans les discussions, la CMP, etc. Dans l'esprit, c'est que la biodiversité sur notre pays, le territoire national, a besoin d'un certain nombre d'actions. En clair, ces actions se mènent dans les départements, dans les fédérations départementales. On est d'accord. En clair, ce que nous souhaitons, c'est que les fédérations départementales qui font des efforts pour améliorer cette biodiversité auront les 10 €.
Celles qui ne le font pas ne les auront pas. Et ceci suivant une convention qui les liera avec l'État, même si je dis que dans l'esprit, il faudra certainement qu'on affine beaucoup plus. Voilà, ça me paraît très simple. En fait, il y a des... Alors, tout à l'heure, par rapport à ce que disait notre collègue Patria, il y a des départements aujourd'hui qui ne font rien au niveau de la biodiversité, aucune action, ni pédagogique, ni des actions très concrètes. Donc, si elles continuent dans cet état d'esprit, elles n'auront rien, ce qui est normal. Par contre, non, si elles ne font rien, elles n'auront pas les 15 €. Elles n'auront pas les 15 € parce qu'elles ne respecteront pas la convention d'objectifs qu'elle aura signée avec l'État. Voilà. Mais on affinera tout ça à la CMP ou après d'autres négociations. Monsieur Priou, pour explication de vote. Et ensuite, Madame la Ministre. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, je vais essayer de ne pas être trop techno sur le structurel et le conjoncturel. Moi, je voudrais en rendre hommage à François Patria et nul doute qu'on puisse le considérer comme un défenseur au niveau intégrité de la chasse et de la biodiversité depuis longtemps, et c'est pas d'opportunité. Alors, sans faire de trait d'humour, je pourrais dire qu'on est en train de rétablir pour les fédérations les réserves parlementaires ou les fonds parlementaires que un certain parti également a supprimé aussi au niveau national. Ça me semble important. Puis je voudrais dire que sur le côté conjoncturel, entre guillemets, que Monsieur le ministre François Patria parlait d'acteurs de terrain, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est très négatif dans cette ambiance que nous avons dans l'hémicycle, ce sont les acteurs de couloir. Les conseillers ne sont pas les payeurs, et je crois que votre parti politique, notamment à l'Assemblée nationale, voudrait faire une loi contre les lobbies. Je pense que là aussi, ça serait bien de passer des paroles aux actes dans ce domaine-là. Pour revenir aux acteurs de terrain, moi je pense que la biodiversité, c'est la proximité. D'ailleurs, on le voit bien localement, dans les départements et les régions. Ça nous arrive de signer de plus en plus sur de l'action et de l'investissement, des conventions avec les fédérations départementales, voire les fédérations régionales. La région Pays de la Loire vient de le faire dernièrement. Il y a aussi quelque chose qu'il faut tenir en compte pour les fédérations départementales, c'est qu'un certain nombre d'actions qui ont été votées vont créer à terme, court terme, moyen terme, du fonctionnement pour les fédérations, des créations de postes. Je crois que pour le fonctionnement, il faut avoir les moyens de fonctionner, et je pense que justement la possibilité aussi d'avoir une manne financière sera la bienvenue pour les fédérations qui, comme dans ce domaine-là, comme avec les départements, dans le côté institutionnel, les conseils départementaux, moi je crois beaucoup à la proximité pour l'action et qu'on n'a jamais intérêt en France, moins qu'ailleurs, à centraliser, que ce soit d'ailleurs les décisions politiques ou les recettes ou la fiscalité. De plus, je pense que plus on est indépendant financièrement, mieux c'est, parce que vous voyez bien autrement la manne que ça peut représenter centralisé à Paris vis-à-vis des fédérations. Et je crois aussi que l'argent des chasseurs doit servir aux chasseurs et que ce ne soit pas non plus un enjeu, y compris au sein de la fédération nationale politique, puisque à l'évidence, ça peut aussi créer d'énormes primes aux sortants. Madame la Ministre, je vous en prie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Moi, je comprends de la discussion de ce matin que cette Assemblée a voté avec un avis de sagesse du gouvernement, un alinéa un petit peu plus tôt dans cette discussion, disant que les fédérations départementales contribuent financièrement au fonds dont nous parlons actuellement, pour un montant fixé par voie réglementaire et qui ne peut être inférieur à 5 € par adhérent ayant validé un permis de chasse dans l'année. Nous avons donc des fédérations départementales, et nous l'avons voté, enfin vous l'avez voté plus précisément, qui contribuent au Fonds national. Le gouvernement a présenté l'amendement 84, réécrivant l'alinéa sur ce fonds national, disant que ce fonds est alimenté par le financement mentionné au 3e alinéa. La Commission le sous-amende, et le point 1 du sous-amendement 222 qui dit remplacer les mots 3e alinéa par les mots 6e alinéa de l'article L 421.5 me paraissent tout à fait cohérents avec ce qui a été voté ce matin. Donc sur la première partie du sous-amendement 222 de la Commission, l'avis du gouvernement est tout à fait favorable. Ensuite, l'amendement 84 du gouvernement dit « L'État ou ses établissements publics apportent, selon des modalités définies par convention, un soutien financier ». La Commission propose d'enlever « ou ces établissements publics », mais je considère que c'est trop restrictif parce que dans certains cas, ce financement pourra être apporté soit par l'État, soit par les agences de l'eau. Et donc, l'avis du gouvernement est défavorable sur cette partie de l'amendement, du sous-amendement 222, « ou ces établissements publics ».
Enfin, le sous-amendement 222 de la Commission propose de supprimer le mot « national » après « permis de chasse » dans le même alinéa 17 réécrit par l'amendement 84 du gouvernement. Et sur ce point, je suis d'accord, c'est également un amendement de cohérence par rapport à ce qui a été dit ce matin. Donc, sur l'amendement 222, la position du gouvernement est oui pour le premièrement, oui pour le petit b du deuxièmement et non pour le petit a du deuxièmement. Ensuite, la question posée est en fait la question de l'utilisation de ces 5 € qui ont été remontés dans ce Fonds national par l'amendement que vous avez voté ce matin et pour lesquels le soutien financier de l'État ou de ses établissements publics dans la rédaction proposée par le gouvernement est assuré. La Commission propose l'amendement 223, mais cet amendement a un caractère très fortement systématique qui me semble un peu disproportionné. En effet, cet amendement est rédigé de la façon suivante. Chaque fédération départementale de chasseurs reçoit une contribution d'au moins 15 €. Sachant que au moins égale au plus, parce que si ce fonds est alimenté par 5 € plus 10 €, je ne vois pas comment tout le monde peut avoir plus que 15 €. Néanmoins, ce qui me pose problème dans cet amendement, ce sous-amendement 223, est qu'il n'y a plus aucun lien avec les projets. Or, il a été dit depuis le début que les fédérations départementales sont financées sur la base des projets qu'elles proposent. Par ailleurs, monsieur le rapporteur vient de dire exactement la même chose à cette tribune. Il me semble donc qu'on pourrait revenir sur le sous-amendement 223 et écrire plutôt quelque chose du genre « Chaque fédération départementale des chasseurs reçoit une contribution de ce fonds dans des modalités fixées par convention sur la base des projets que chaque fédération départementale propose ». Dans ces conditions, je serais donc favorable à une rectification, enfin plus précisément un sous-amendement du gouvernement de l'amendement 84 du gouvernement, favorable à 2 morceaux sur 3 du 222 et défavorable au 223. Bon, j'ai essayé de suivre. On va essayer. Monsieur Patria, vous avez déjà pris la parole pour une explication de vote. Je vous en prie. Dire à mes collègues à quoi ça va aboutir la situation. Ça va aboutir à ce que les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres. Parce que vous avez un département qui a 40 000 permis de chasse et qui fait du boulot. Il aura 40 000 fois 15 €. Et il fera, ou il ne fera pas, de très belles actions environnementales. Et puis vous aurez un petit département qui a 6 000 permis de chasse. Il aura 6 000 fois 15 € et il n'aura pas les moyens de faire les projets environnementaux qu'il veut. Vous allez poursuivre avec ça, c'est-à-dire une différenciation qui est injuste, inégalitaire et pas efficace en termes d'environnement. Voilà ce que ça aboutit. Ville pour explication de vote. Je vous en prie. Nous partageons l'avis de Madame la Ministre qui permet de concilier à la fois l'ancrage départemental mais aussi le lien avec les projets. Monsieur le Président Mauret, je vous en prie. Oui, Madame la Présidente, pour vous demander encore 5 minutes de suspension de séance. Ils sont accordés. Je suspends la séance pour 5 minutes. Les 2 sous-amendements modifiés vous sont distribués, mes chers collègues. Nous attendons quelques instants. Sans que les gens aient leur truc. Monsieur le rapporteur, vous pouvez peut-être nous les présenter, ces 2 amendements, ces 2 sous-amendements modifiés. Bien, vous avez bien compris, mes chers collègues, qu'avec Madame le ministre, nous avons essayé de trouver le bon compromis pour rechercher une meilleure efficacité, à la fois sur la biodiversité, qui est l'enjeu majeur de notre texte, mais également aussi par la volonté des différentes parties, à savoir la FNC, les fédérations départementales et au bout du bout, les chasseurs. Donc après avoir entendu tous les arguments qui ont été cités tout à l'heure, je vous propose de rectifier les 2 sous-amendements. La rectification sur le 222 vise à remplacer les établissements publics par l'OFBC à la place d'établissements publics. Ça, c'est pour l'amendement, le premier amendement par le sous-amendement. Je suis désolé. C'est pour le sous-amendement premier sous-amendement qu'on vous propose. Et sous le sous-amendement 223 qui vise à préciser que c'est bien au titre des actions de biodiversité que chaque fédération départementale recevra au moins 15 € par adhérent.
Voilà. J'espère que, malgré, on est désolé de ces discussions, mais c'est nécessaire pour que le texte soit clair et rechercher, surtout, je le redis à mes collègues, rechercher la meilleure efficacité. Merci, Madame la Ministre, d'avoir participé à cet échange qui profitera à tout le monde. Madame la Ministre, au bénéfice de ces modifications, vous réservez un avis favorable à ces deux sous-amendements? Oui, Madame la Présidente. Merci. Donc je vais mettre aux voix. Madame Prima, pour explication de vote. Merci Madame la Présidente. Pour vous dire que ces rectifications semblent aller dans le bon sens. Nous les regarderons bien sûr avec attention dans le cadre de la CMP. Je voudrais remercier les rapporteurs et Madame la Ministre de ce dialogue constructif. Merci beaucoup. Monsieur Patria, pour explication de vote. Moi, ce sous-amendement ne me convient pas, je voterai contre. Parce que d'abord, à ceux qui défendent les chasseurs, c'est contre la volonté des chasseurs réunis dans leur fédération nationale et que 85% des chasseurs ont voté pour le dispositif que nous avions proposé. Celui-ci est une espèce de rectification qui veut redonner soi-disant le pouvoir au département, qui ne le demande pas, et je voterai contre l'amendement. Monsieur Menonville, pour explication de vote. Nous voterons pour ce compromis et ces deux amendements. Très bien. Y a-t-il d'autres demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas. Je vais mettre aux voix l'amendement 166 avec deux avis défavorables. Qui est pour son adoption? Alors, l'amendement 166 de Monsieur Gontard avec deux avis défavorables. Qui est pour son adoption? On commence dans la liste des amendements en discussion commune. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il n'est pas adopté. À présent, le sous-amendement numéro 223 rectifié avec un avis favorable du gouvernement. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il est adopté. Et l'amendement 154 rectifié bis ainsi sous-amendé avec un avis favorable de la Commission et je pense du gouvernement également. Enfin, il était défavorable du gouvernement, mais je pense qu'il est favorable à présent. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il est adopté. L'amendement du gouvernement qui est sous-amendé, donc nous examinons d'abord le sous-amendement numéro 222 rectifié avec un avis favorable du gouvernement qui est pour son adoption. Et qui est contre? Il est adopté. Et à présent, l'amendement du gouvernement, le 84 rectifié, et le 119, c'est le même, avec un avis favorable de la Commission qui est pour son adoption. Qui est contre? Il est, oui, pour le 84, sous-amendé, qui est adopté. À présent, nous poursuivons. À l'article 3 bis, deux amendements identiques de suppression qui font l'objet d'une discussion commune. Le 48 rectifié, Monsieur Temal, qui va nous le présenter. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, il s'agit d'un amendement de suppression de l'article 3 bis. Pourquoi? Parce qu'à l'heure où on parle de biodiversité en danger, que le gouvernement s'engage à agir pour la biodiversité, pour la protéger même, il nous semble paradoxal d'avoir un article qui va, à notre avis, à contresens de ces objectifs poursuivis, en permettant, sur dérogation, la chasse d'oiseaux migrateurs en dehors des périodes d'ouverture de la chasse et pendant leur période de retour vers leur lieu de nidification. L'article va par ailleurs plus loin que l'actuel Code de l'environnement, puisqu'il inclut dans la liste des motifs permettant cette dérogation des sujets qui ne sont pas liés à la protection de l'environnement, tels que la sûreté aérienne, également l'élevage. Il convient donc de supprimer cet article qui va à l'encontresens, comme je l'ai dit, de la plus essentielle des priorités de notre temps, la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Monsieur Azulias, pour un amendement identique de suppression. Merci Madame la Présidente. Je dois excuser mon collègue Guillaume Gontard qui a dû regagner sa province. Je ne vais pas reprendre l'argumentaire de notre collègue Temal que je partage complètement. Je voudrais juste rajouter un chiffre. En 15 ans, 60% des animaux sauvages ont disparu. Donc je pense que c'est vraiment pas le moment aujourd'hui de déroger à un certain nombre de règles européennes qui visent à favoriser la biodiversité, ce qui est justement l'objet du projet dont nous discutons. Donc nous proposerons aussi cet amendement d'abrogation de cet article. Merci. Merci, Monsieur le Sénateur. Quel est l'avis de la Commission sur ces deux amendements identiques de suppression, Monsieur le rapporteur?
Alors, Madame la Présidente, il est proposé un avis défavorable sur les deux amendements. Cet article a été introduit en commission afin de reprendre les dispositions de l'article 16 du projet de loi contre les supertranspositions, dont la suite de l'examen parlementaire est incertaine. Il permet de transposer pleinement en droit interne les motifs de dérogation prévus par la directive oiseaux concernant la chasse des populations migratrices d'oiseaux sauvages. À défaut, nous ne disposerons pas dans notre droit de toutes les marges de manœuvre permises dans le cadre européen. En outre, je précise que ces dérogations sont rigoureusement encadrées par deux conditions cumulatives: l'absence alternative satisfaisante de l'État et de bonne conservation des espèces concernées. Donc, je rappelle, avis défavorable sur les deux amendements. Quel est l'avis du gouvernement, Madame la Ministre? Merci Madame la Présidente. Même avis que le rapporteur. Je vais mettre aux voix ces deux amendements avec deux avis défavorables. Qui est pour leur adoption? Qui est contre? Ils ne sont pas adoptés. Je vais mettre aux voix l'article 3 bis. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il est adopté. À l'article 3 ter, trois amendements identiques de suppression qui font l'objet d'une discussion commune. Le 12 rectifié, Monsieur Dantec. Oui, même si l'heure est tardive, je pense qu'on va prendre 2-3 minutes. Cet amendement propose donc de revenir à la rédaction initiale de l'article L424-4 du Code de l'environnement. Son alinéa 3 prévoit, conformément aux dispositions de la directive européenne du 30 novembre 2001, la possibilité pour le ministre chargé de la chasse d'autoriser la chasse de certains oiseaux de passage en petite quantité dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective. En clair, l'article L424-4 permet donc des chasses que certains veulent nommer traditionnelles à caractère régional. C'est donc permis par la loi. Je me suis vraiment posé la question, mais peut-être que le débat va nous permettre un éclairage sur l'intérêt pour ceux qui représentent ici une part des chasseurs, mais pas tous les chasseurs, de vouloir absolument écrire cet article 3 ter nouveau, que je vais vous rappeler. Les modes de chasse consacrés par les usages traditionnels à caractère régional appartiennent au patrimoine cynégétique national. À ce titre, ils sont reconnus et préservés. Ce qui veut dire qu'il va même donc il va y avoir des fédérations départementales qui vont mettre en place des formations au hasard pour la chasse à la glu. Très honnêtement, nous l'avons dit en introduction de ce débat sur la chasse. Le nombre de chasseurs a été quasiment diminué de moitié en quelques décennies. Un tiers des chasseurs a plus de 65 ans. N'importe quelle photo de chardonneret avec les plumes collées, c'est des dizaines de jeunes qui ne prendront jamais un fusil. Ça fait un mal de chien à la chasse. Pourquoi voulez-vous écrire des articles pareils qui ruinent toutes les politiques de communication que vous pouvez avoir pour dire que les chasseurs sont les premiers écolos de France? Tout ça pour quelques dizaines de chasseurs dont le nombre diminue constamment et ça ne représente rien ni en économie de la chasse ni même en véritable culture de la chasse. C'est pas ça la culture de la chasse. Donc je voudrais comprendre pourquoi vous avez cet article que moi je qualifierais presque de masochiste par rapport aux intérêts du monde de la chasse, parce que je n'ai pas bien compris. Et comme je suis depuis le début de cette discussion-là pour aider les chasseurs à rester à un nombre suffisant pour réguler notamment les sangliers et quelques autres espèces, j'attends quelques éclairages, d'où cet amendement de suppression. Pour un amendement identique, le 85, j'invite Madame la Ministre à nous le présenter puisque c'est un amendement du gouvernement. Merci Madame la Présidente. C'est un amendement identique qui vise aussi à supprimer cet alinéa parce qu'il me semble que cet article n'est pas utile. L'article L424-4 du Code de l'environnement permet déjà au ministre de la Chasse d'autoriser et d'encadrer ces pratiques qui ont déjà une valeur législative. Et donc il me semble que là on va vers une précision qui n'est vraiment pas utile dans le débat, donc un amendement de suppression.
Et enfin, le 172, identique également, de suppression, Monsieur Ouzoulia. C'est pas grave. Vous présenter. Merci Madame la Présidente. Je vais défendre les deux, 172 et 173, et pas répéter l'argumentaire très fourni et qui emporte l'adhésion de Monsieur Dantec, et me rallier au gouvernement pour une fois. Je pense que là, ce qu'on discute, c'est aussi de la capacité de la chasse à cibler ces gibiers. Or, quand il s'agit de chasse à la glu, tout le monde l'a compris, il n'y a aucune sélectivité. Et je pense que j'ai rappelé la problématique de la disparition des oiseaux. Quand on met de la glu sur une branche, on ne choisit pas les oiseaux qu'on va tuer. Donc, sincèrement, je trouve que l'argumentaire de M. Dantec était fort. Avec notre amendement, on défend la chasse. On défend une certaine forme de chasse. Et aujourd'hui, on va, grâce à ces amendements, interdire des pratiques qui ne sont plus compréhensibles par la totalité de la population et qui remettent même en cause les fondements de la chasse. Donc je pense que c'est vraiment des amendements de bon sens. Merci. Quel est l'avis de la Commission sur ces amendements? Alors, l'avis de la Commission est défavorable. En effet, cet article a été inséré en commission à l'initiative de nos deux collègues Jean-Noël Cardoux et Claude Berry-Débat en vue de réaffirmer l'existence des modes de chasse traditionnels. Il s'agit, vous l'avez rappelé, de pratiques spécifiques à certains territoires, mais qui présentent des enjeux culturels très forts. Avis défavorable. L'avis du gouvernement? Le gouvernement est favorable aux 3 amendements de suppression qui sont identiques, mais pas à l'amendement 173. Monsieur Cardoux, pour explication de vote. Oui, je ne reviendrai pas sur les 3 premiers amendements où chacun pu s'exprimer avec un avis favorable de la Commission. Je reviendrai sur la chasse à la glu qui fait polémique depuis un certain nombre d'années. Je rappellerai les conditions de cette chasse à la glu, qui est une chasse extrêmement régionale, ciblée dans le sud-est de la France. Monsieur le rapporteur, pardonnez-moi, Monsieur le sénateur, c'est l'amendement suivant. Mais puisqu'il l'a défendu. Oui, mais je vais d'abord faire passer au vote les 3 amendements en discussion commune et ensuite j'arriverai à l'autre amendement, si vous me le permettez. Voilà. Donc je vais mettre aux voix les 3 amendements identiques, 12 rectifiés, 85 et 172 avec un avis défavorable de la Commission et favorable du gouvernement, qui est pour leur adoption. Qui est contre? Ils ne sont pas adoptés. Et à présent, le 173. Monsieur Cardoux, pour explication de vote. Bon, je reprends mon propos. Je crois être projeté quelques années en arrière quand le même débat avait été occasionné à l'occasion de la loi biodiversité, où j'avais expliqué en détail quelles étaient les conditions de fonctionnement de cette chasse. Et je précise qu'au contraire de ce qui a été dit, elle est autorisée en fonction d'une dérogation européenne et que le Conseil d'État, qui a été saisi par la Ligue de la protection des oiseaux, l'a validée. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que c'est une chasse individuelle sur autorisation préfectorale avec des quotas qui consistent à capturer des oiseaux et des grives et des merles essentiellement pour servir d'appelant, donc ils ne sont pas tués. Le chasseur a l'obligation d'être dans sa cabane pendant que ces gluaux sont posés, d'intervenir immédiatement dès que l'oiseau est pris et de le désengluer. Donc voilà comment ça se passe. Il les conserve pour chasser comme appelant et c'est extrêmement marginal avec des quotas qui sont extrêmement restreints. Ça, c'est la première chose. Alors j'en viens au problème de dégâts sur certains oiseaux. Bien sûr qu'il peut y avoir des dégâts. Je reprends le même exemple que j'avais pris à l'époque. Eh bien, quand pour des recherche ornithologique, des associations capturent au filet des oiseaux pour les baguer et les rechercher, le dégât sur les ailes cassées ne sont pas inférieurs à ce qui peut se passer avec la chasse au gluau. Donc voilà les éléments que je voulais donner. Je répéterai une fois de plus que cette chasse est très confidentielle. Elle est pratiquée dans le sud-est de la France par des chasseurs de conditions modestes.
modestes dont c'est la seule passion. Et en fait, leur seule richesse, c'est leur passion et leur connaissance de la nature. Et je suis surpris qu'un représentant du Parti communiste français veuille supprimer cette chose-là pour des gens dont c'est la vie même. Dantec, pour explication de vote. Oui, je trouve quand même, je vais me permettre de considérer l'argumentaire de M. Cardou, je ne sais pas, un peu faible peut-être. Je l'ai connu plus fort dans son argumentaire. Parce que si c'est aussi minoritaire, et ça ne répond pas à ma question précédente, mais alors pourquoi vouloir absolument en faire un alinéa si c'est si secondaire et que c'est déjà permis par la loi? Il y a quand même là une contradiction totale. Bon, on sent bien qu'il y a là quelque chose d'assez identitaire. Moi, je ne crois pas du tout que cette chasse aujourd'hui soit l'enjeu culturel, comme l'a dit monsieur le rapporteur. Si vraiment vous voulez défendre des identités régionales, je vais vous proposer une proposition de loi sur l'enseignement des langues régionales de très haut niveau, et j'espère que vous aurez le même enthousiasme et le même surengagement pour défendre les langues régionales que la chasse à la glu. J'en suis moins certain. Mais là, pourtant, en termes culturels, les enjeux sont autrement plus importants. Bon, donc, effectivement, je vais soutenir l'amendement de notre collègue Gontard et du groupe communiste. Regardez quand même et écoutez-nous quand on vous dit que défendre toutes les chasses n'aide pas la chasse. Monsieur Ouzoulia, pour explication de vote. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, c'est le Corrézien communiste qui s'exprime devant vous. Vous savez, dans mon département natal, la Haute-Corrèze, très pauvre, très pauvre. Nous tenons à la chasse parce que la chasse, c'est une conquête révolutionnaire. C'est ce que nous avons gagné sur les Niobes en 1789 et ça fait partie de notre patrimoine commun. Je suis sénateur des Hauts-de-Seine, mais je suis très souvent en Corrèze, je mange du gibier, je participe à des chasses, parce que, en effet, c'est aujourd'hui l'un des derniers loisirs qui reste à mes voisins et à mes camarades communistes, comme vous le dites. Je discute avec eux et aujourd'hui, ils pensent comme moi, comme nous, comme beaucoup, que cette chasse à la glu, qui est si confidentielle que les caméras de télévision sont braquées sur elle systématiquement tous les ans, que cette chasse à la glu, elle donne une très mauvaise image de ce qu'est la chasse telle qu'ils la vivent, qui est une relation forte avec leur terroir et avec une identité culturelle. Donc c'est au nom aussi de ces chasseurs corréziens communistes que je défends cet amendement. Monsieur Priou, pour explication de vote. Merci Madame la Présidente. Alors, on aurait pu être sensible à l'argumentation de Ronan Dantec, mais moi j'ai un peu de mémoire et je me souviens d'un parlementaire alors, qui était au même groupe que M. Dantec, un parlementaire rive droite, qui est de la région dont on parle, qui était à Europe Écologie Les Verts, qui est passé, je crois, à la République En Marche, qui a quitté la République En Marche, je crois, pour être aux radicaux de gauche maintenant, et qui, élu dans ces secteurs-là, en 2015, avait fait l'apologie de ce type de chasse et il l'a pratiqué lui-même. Donc je sais qu'on n'est pas toujours responsable des membres de sa famille politique, mais hélas, ça m'a marqué parce que effectivement, à l'époque, c'était très surprenant de voir cette position. On pouvait voir effectivement une proximité avec les acteurs locaux puisqu'il la pratiquait lui-même. Donc moi, je soutiendrai effectivement l'avis de la Commission sur cet amendement. Madame Prima, Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente. Alors moi je ne pratique pas la chasse à la glu, mais il se trouve que lors de derniers textes sur la biodiversité, j'étais rapporteur pour avis à côté de Jérôme Bignon
et qui est venu rapidement, déjà avec M. Dantec, voilà, en proue de navire, pour arrêter la chasse à la glu. Je n'avais aucune idée, évidemment, de ce que qu'était la chasse à la glu. Et donc, je me suis intéressée. Comme tout le monde, j'ai tapé chasse à la glu sur Google, et là, j'ai vu des choses épouvantables, en effet. Des oiseaux pris dans la glu, des images épouvantables. Et je me suis intéressée un peu plus loin, parce que je me suis dit, sur Internet, voilà, il n'y a pas de loi encore sur les fake news, mais je vais regarder quand même plus près. Donc j'ai rencontré les chasseurs à la glu qui m'ont expliqué la façon dont ils chassaient et la façon dont ils pratiquaient cette chasse qui effectivement fait partie de leur patrimoine. Donc je ne suis pas une fanat de la chasse à la glu, mais je ne voudrais pas qu'on caricature, pardon, je ne trouvais pas mon mot, cette chasse là où elle n'est pas non plus. En réalité, il y a des règles. Peut-être y a-t-il des problèmes dans l'application de la règle. Ça, c'est quelque chose peut-être que je veux bien entendre. Et peut-être faut-il plus de contrôle dans ces départements pour voir que cette règle est bien appliquée. Mais dans les règles dans lesquelles doivent s'appliquer cette chasse, en effet, Jean-Noël Cardoux l'a précisé, les oiseaux ne restent pas sur les branches sur lesquelles ils sont attrapés. Ils n'ont pas vocation à rester, ils ont vocation à être tout de suite retirés, nettoyés s'ils ne font pas partie des espèces qui sont recherchées. Et si elles font partie ils font partie des espèces recherchées, à ce moment-là, ils servent d'appelants. C'est comme ça qu'on l'appelle, Jean-Noël, des appelants. Voilà. Donc je crois véritablement qu'il y a peut-être un problème sur le contrôle des méthodes qui sont appliquées sur cette chasse à la grue, mais à la glu, pardon, pas à la grue, à la glu, ça c'est interdit. Mais peut-être faut-il un peu plus de bienveillance vis-à-vis de choses qui ne méritent peut-être pas d'être autant caricaturées qu'Internet le souhaiterait. Bien, s'il n'y a plus de demande d'explication de vote, j'ai été saisie d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains sur cet amendement 173. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable, l'avis du gouvernement est également défavorable et il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. À l'article 3 ter, 3 amendements identiques de suppression qui font l'objet d'une discussion commune. Le 12 rectifié, Monsieur Dantec. Oui, même si l'heure est tardive, je pense qu'on va prendre 2-3 minutes. Cet amendement propose donc de revenir à la rédaction initiale de l'article L424-4 du Code de l'environnement. Son alinéa 3 prévoit, conformément aux dispositions de la directive européenne du 30 novembre 2002, la possibilité pour le ministre chargé de la chasse d'autoriser la chasse de certains oiseaux de passage en petite quantité dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective. En clair, l'article L424-4 permet donc des chasses que certains veulent nommer traditionnelles à caractère régional. C'est donc permis par la loi. Je me suis vraiment posé la question, mais peut-être que le débat va nous permettre un éclairage sur l'intérêt pour ceux qui représentent ici une part des chasseurs, mais pas tous les chasseurs, de vouloir absolument écrire cet article 3 ter nouveau, que je vais vous rappeler. Les modes de chasse consacrés par les usages traditionnels à caractère régional appartiennent au patrimoine cynégétique national. À ce titre, ils sont reconnus et préservés. Ce qui veut dire qu'il va même donc il va y avoir des fédérations départementales qui vont mettre en place des formations au hasard pour la chasse à la glu. Très honnêtement, nous l'avons dit en introduction de ce débat sur la chasse. Le nombre de chasseurs a été quasiment diminué de moitié en quelques décennies. Un tiers des chasseurs a plus de 65 ans. N'importe quelle photo de chardonneret avec les plumes collées, c'est des dizaines de jeunes qui ne prendront jamais un fusil. Ça fait un mal de chien à la chasse. Pourquoi voulez-vous écrire des articles pareils qui ruinent toutes les politiques de communication que vous pouvez avoir pour dire que les chasseurs sont les premiers écolos de France? Tout ça pour quelques dizaines de chasseurs dont le nombre diminue constamment et ça ne représente rien ni en économie de la chasse ni même en véritable culture de la chasse. C'est pas ça la culture de la chasse. Donc je voudrais comprendre pourquoi
vous avez cet article que moi je qualifierais presque de masochiste par rapport aux intérêts du monde de la chasse, parce que je n'ai pas bien compris. Et comme je suis depuis le début de cette discussion-là pour aider les chasseurs à rester à un nombre suffisant pour réguler notamment les sangliers et quelques autres espèces, j'attends quelques éclairages, d'où cet amendement de suppression. Pour un amendement identique, le 85, j'invite Madame la Ministre à nous le présenter puisque c'est un amendement du gouvernement. Merci Madame la Présidente. C'est un amendement identique qui vise aussi à supprimer cet alinéa parce qu'il me semble que cet article n'est pas utile. L'article L424-4 du Code de l'environnement permet déjà au ministre de la Chasse d'autoriser et d'encadrer ces pratiques qui ont déjà une valeur législative. Et donc il me semble que là on va vers une précision qui n'est vraiment pas utile dans le débat. Donc un amendement de suppression. Et enfin, le 172, identique également, de suppression, Monsieur Ouzoulia. C'est pas grave. Nous merci Madame la Présidente. Je vais défendre les deux, 172 et 173, et pas répéter l'argumentaire très, très fourni et qui emporte l'adhésion de Monsieur Dantec et me rallier au gouvernement pour une fois. Je pense que là, ce qu'on discute, c'est aussi de la capacité de la chasse à cibler ces gibiers. Or, quand il s'agit de chasse à la glu, tout le monde l'a compris, il n'y a aucune sélectivité. Et je pense que j'ai rappelé la problématique de la disparition des oiseaux. Quand on met de la glu sur une branche, on ne choisit pas les oiseaux qu'on va tuer. Donc, sincèrement, je trouve que l'argumentaire de M. Dantec était fort. Avec notre amendement, on défend la chasse. On défend une certaine forme de chasse. Et aujourd'hui, on va, grâce à ces amendements, interdire des pratiques qui ne sont plus compréhensibles par la totalité de la population et qui remettent même en cause les fondements de la chasse. Donc je pense que c'est vraiment des amendements de bon sens. Merci. Quel est l'avis de la Commission sur ces amendements ? Alors, l'avis de la Commission est défavorable. En effet, cet article a été inséré en commission à l'initiative de nos deux collègues Jean-Noël Cardou et Claude Berry-Débat en vue de réaffirmer l'existence des modes de chasse traditionnels. Il s'agit, vous l'avez rappelé, de pratiques spécifiques à certains territoires, mais qui présentent des enjeux culturels très, très, très forts. Avis défavorable. L'avis du gouvernement ? Le gouvernement est favorable aux 3 amendements de suppression qui sont identiques, mais pas à l'amendement 173. Monsieur Cardot, pour explication de vote. Oui, je ne reviendrai pas sur les 3 premiers amendements où chacun peut s'exprimer avec un avis favorable de la Commission. Je reviendrai sur la chasse à la glu qui fait polémique depuis un certain nombre d'années. Je rappellerai les conditions de cette chasse à la glu, qui est une chasse extrêmement régionale, ciblée dans le sud-est de la France. Monsieur le rapporteur, pardonnez-moi, Monsieur le sénateur, c'est l'amendement suivant. Puisqu'il l'a défendu. Oui, mais je vais d'abord faire passer au vote les 3 amendements en discussion commune et ensuite j'arriverai à l'autre amendement, si vous me le permettez. Voilà. Donc je vais mettre aux voix les 3 amendements identiques, 12 rectifiés, 85 et 172 avec un avis défavorable de la Commission et favorable du gouvernement, qui est pour leur adoption. Qui est contre? Ils ne sont pas adoptés. Et à présent, le 173. Monsieur Cardot, pour explication de vote. Bon, je reprends mon propos. Je crois être projeté quelques années en arrière quand le même débat avait été occasionné à l'occasion de la loi biodiversité, où j'avais expliqué en détail quelles étaient les conditions de fonctionnement de cette chasse. Et je précise qu'au contraire de ce qui a été dit, elle est autorisée en fonction d'une dérogation européenne et que le Conseil d'État, qui a été saisi par la Ligue de la protection des oiseaux, l'a validée. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que c'est une chasse individuelle sur autorisation préfectorale avec des quotas qui consistent à capturer des oiseaux et des grives et des merles essentiellement pour servir d'appelant, donc ils ne sont pas tués. Le chasseur a l'obligation
d'être dans sa cabane pendant que ces gluaux sont posés, d'intervenir immédiatement dès que l'oiseau est pris et de le désengluer. Donc voilà comment ça se passe. Il les conserve pour chasser comme un plan et c'est extrêmement marginal avec des quotas qui sont extrêmement restreints. Ça, c'est la première chose. Alors j'en viens au problème de dégâts sur certains oiseaux. Bien sûr qu'il peut y avoir des dégâts. Je reprends le même exemple que j'avais pris à l'époque. Eh bien, quand pour des recherches ornithologiques, des associations capturent au filet des oiseaux pour les baguer et les rechercher, le dégât sur les ailes cassées ne sont pas inférieurs à ce qui peut se passer avec la chasse au gluau. Donc voilà les éléments que je voulais donner. Je répéterai une fois de plus que cette chasse est très confidentielle. Elle est pratiquée dans le sud-est de la France par des chasseurs de conditions modestes dont c'est la seule passion. Et en fait, leur seule richesse, c'est leur passion et leur connaissance de la nature. Et je suis surpris qu'un représentant du Parti communiste français veuille supprimer cette chose-là pour des gens dont c'est la vie même. Dantec, pour explication de vote. Oui, je trouve quand même, je vais me permettre de considérer l'argumentaire de M. Cardou, je ne sais pas, un peu faible peut-être. Je l'ai connu plus fort dans son argumentaire. Parce que si c'est aussi minoritaire, et ça ne répond pas à ma question précédente, mais alors pourquoi vouloir absolument en faire un alinéa si c'est si secondaire et que c'est déjà permis par la loi? Il y a quand même là une contradiction totale. Bon, on sent bien qu'il y a là quelque chose d'assez identitaire. Moi, je ne crois pas du tout que cette chasse aujourd'hui soit l'enjeu culturel, comme l'a dit monsieur le rapporteur. Si vraiment vous voulez défendre des identités régionales, je vais vous proposer une proposition de loi sur l'enseignement des langues régionales de très haut niveau, et j'espère que vous aurez le même enthousiasme et le même surengagement pour défendre les langues régionales que la chasse à la glu. J'en suis moins certain. Mais là, pourtant, en termes culturels, les enjeux sont autrement plus importants. Bon, donc, effectivement, je vais soutenir l'amendement de notre collègue Gontard et du groupe communiste. Regardez quand même et écoutez-nous quand on vous dit que défendre toutes les chasses n'aide pas à la chasse. Monsieur Ouzoulia, pour explication de vote. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, c'est le Corrézien communiste qui s'exprime devant vous. Vous savez, dans mon département natal, la Haute-Corrèze, très pauvre. Très pauvre. Nous tenons à la chasse parce que la chasse, c'est une conquête révolutionnaire. C'est ce que nous avons gagné sur les Niobes en 1789 et ça fait partie de notre patrimoine commun. Je suis sénateur des Hauts-de-Seine, mais je suis très souvent en Corrèze, je mange du gibier, je participe à des chasses, parce que, en effet, c'est aujourd'hui l'un des derniers loisirs qui reste à mes voisins et à mes camarades communistes, comme vous le dites. Je discute avec eux et aujourd'hui, ils pensent comme moi, comme nous, comme beaucoup, que cette chasse à la glu, qui est si confidentielle que les caméras de télévision sont braquées sur elle systématiquement tous les ans, que cette chasse à la glu, elle donne une très mauvaise image de ce qu'est la chasse telle qu'ils la vivent, qui est une relation forte avec leur terroir et avec une identité culturelle. Donc c'est au nom aussi de ces chasseurs corréziens communistes que je défends cet amendement. Monsieur Priou, pour explication de vote. Merci Madame la Présidente. Alors, on aurait pu être sensible à l'argumentation de Ronan Dantec, mais moi j'ai un peu de mémoire et je me souviens d'un parlementaire alors, qui était au même groupe que M. Dantec, un parlementaire rive droite, qui est de la région dont on parle, qui était à Europe Écologie Les Verts, qui est passé, je crois, à la République En Marche, et qui a quitté la République En Marche, je crois, pour être aux radicaux de gauche maintenant, et qui, élu dans ces secteurs-là, en 2015, avait fait l'apologie
de ce type de chasse et il l'a pratiqué lui-même. Donc je sais qu'on n'est pas toujours responsable des membres de sa famille politique, mais hélas, ça m'a marqué parce que effectivement, à l'époque, c'était très surprenant de voir cette position. On pouvait voir effectivement une proximité avec les acteurs locaux puisqu'il la pratiquait lui-même. Donc moi, je soutiendrai effectivement l'avis de la Commission sur cet amendement. Madame Prima, Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente. Alors moi je ne pratique pas la chasse à la glu, mais il se trouve que lors de derniers textes sur la biodiversité, j'étais rapporteur pour avis à côté de Jérôme Bignon et qui est venu rapidement, déjà avec Monsieur Dantec, voilà, en proue de navire, pour arrêter la chasse à la glu. Je n'avais aucune idée, évidemment, de ce que qu'était la chasse à la glu. Et donc, je me suis intéressée. Et comme tout le monde, j'ai tapé chasse à la glu sur Google. Et là, j'ai vu des choses épouvantables, en effet. Des oiseaux pris dans la glu, des images épouvantables. Et je me suis intéressée un peu plus loin, parce que je me suis dit sur Internet... Voilà, il n'y a pas de loi encore sur les fake news, mais je vais regarder quand même plus près. Donc j'ai rencontré les chasseurs à la glu qui m'ont expliqué la façon dont ils chassaient et la façon dont ils pratiquaient cette chasse qui effectivement fait partie de leur patrimoine. Donc je ne suis pas une fanat de la chasse à la glu, mais je ne voudrais pas qu'on caricature, pardon, je ne trouvais pas mon mot, cette chasse là où elle n'est pas non plus. En réalité, il y a des règles. Peut-être y a-t-il des problèmes dans l'application de la règle. Ça, c'est quelque chose peut-être que je veux bien entendre. Et peut-être faut-il plus de contrôle dans ces départements pour voir que cette règle est bien appliquée. Mais dans les règles dans lesquelles doivent s'appliquer cette chasse, en effet, Jean-Noël Cardoux l'a précisé, les oiseaux ne restent pas sur les branches sur lesquelles ils sont attrapés. Ils n'ont pas vocation à rester, ils ont vocation à être tout de suite retirés, nettoyés s'ils ne font pas partie des espèces qui sont recherchées. Et si elles font partie ils font partie des espèces recherchées, à ce moment-là, ils servent d'appelants. C'est comme ça qu'on l'appelle, Jean-Noël, des appelants. Voilà. Donc je crois véritablement qu'il y a peut-être un problème sur le contrôle des méthodes qui sont appliquées sur cette chasse à la grue, mais à la glu, pardon, pas à la grue, à la glu, ça c'est interdit. Mais peut-être faut-il un peu plus de bienveillance vis-à-vis de choses qui ne méritent peut-être pas d'être autant caricaturées qu'Internet le souhaiterait. Bien, s'il n'y a plus de demande d'explication de vote, j'ai été saisie d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains sur cet amendement 173. Je vous rappelle que l'avis de la Commission est défavorable, l'avis du Gouvernement est également défavorable et il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Voici le résultat du scrutin numéro 78 sur l'amendement numéro 173. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, nombre de votants 271. Nombre de suffrages exprimés 269, pour l'adoption 97, contre 172. Le Sénat n'a pas adopté. Je vais mettre aux voix l'article 3 ter, qui est pour son adoption, qui est contre. Il est adopté. L'article 3 quater, nous allons examiner 3 amendements identiques de suppression qui font l'objet d'une discussion commune. Le 13 rectifié, Monsieur Dantec. Oui, donc il s'agit de supprimer cet article et je ferai court alors que l'heure avance. C'est que là, on ne comprend pas non plus totalement le sens de cet article, mais je compte sur mes collègues qui l'ont défendu pour nous l'expliquer, puisque l'agrément, c'est en fait globalement, je vais faire très court, c'est déjà possible. Donc pourquoi faut-il un article? C'est pas très différent de la discussion précédente, alors que la possibilité existe déjà. Un amendement identique du gouvernement, Madame la Ministre. Oui, merci Madame la Présidente. Cet amendement rejoint l'exposé du sénateur Dantec. Effectivement, c'est déjà possible. Par ailleurs, il me semble que c'est bizarre de dire que les fédérations de chasseurs peuvent intervenir dans la cogestion d'une réserve. Pardon. Si les fédérations de chasseurs peuvent déjà intervenir dans la cogestion d'une réserve naturelle, il ne paraît pas opportun qu'elles puissent en assurer seules la gestion.
Et enfin, un troisième amendement identique, le 174, Monsieur Ouzoulia. Il est défendu. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission sur ces trois amendements identiques de suppression? Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, cet article a été inséré en commission à l'initiative de notre collègue Jean-Noël Cardoux en vue de permettre la désignation d'une fédération régionale des chasseurs comme gestionnaire d'une réserve naturelle. Cela nous semble cohérent avec la responsabilisation accrue du monde cynégétique en matière de gestion durable de la biodiversité et cela permet de conforter le rôle des fédérations en matière de gestion des espaces naturels. Je précise que le choix du gestionnaire restera à la main du préfet ou du président du conseil régional. En outre, l'encadrement des activités humaines dans une réserve, y compris des activités de chasse, est défini par l'acte de classement qui s'impose au gestionnaire. Si la chasse est encadrée, alors cela s'imposera à la fédération concernée. Donc un avis défavorable pour les trois amendements. Quel est l'avis du gouvernement? Ils sont pour, puisque c'est un de leurs amendements. C'est inutile, je pense que vous soutenez les trois amendements. Très bien, je vais mettre aux voix ces trois amendements avec un avis défavorable de la Commission et un avis favorable du gouvernement. Qui est pour leur adoption? Qui est contre? Ils ne sont pas adoptés. Et je vais mettre aux voix l'article 3 quater. S'il n'y a pas de demande d'explication de vote, qui est pour son adoption? Qui est contre? Il est adopté. Je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dont la Commission a rédigé ainsi l'intitulé « Projet de loi portant création de l'Office français de la biodiversité et de la chasse, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement ». J'ai été saisie d'une demande de scrutin public par le groupe La République En Marche sur l'ensemble du projet de loi. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Et le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Voici le résultat du scrutin numéro 80 sur l'ensemble du texte, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence. Nombre de votants, 329. Nombre de suffrages exprimés, 235. Pour l'adoption, 235. Contre, 0. Le Sénat a adopté. Le Sénat a donc adopté le projet de loi créant l'Office français de la biodiversité. Les sénateurs ont souhaité renforcer les pouvoirs et les droits des chasseurs. L'obstruction à la chasse devient un délit, passible d'1 an de prison et de 30 000 € d'amende. Les fédérations de chasseurs pourront gérer des réserves naturelles. Et puis les méthodes de chasse très décriées, comme la chasse des oiseaux à la glu. Ces méthodes seront protégées au motif qu'elles font partie des traditions de certains territoires. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée sur Public Sénat.